Chapitre 6 de la deuxième partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne, deuxième partie, chapitre 6, où il est question de nouveaux personnages que le seigneur Kéraban va rencontrer au caravansérail de Rissar. Le caravansérail de Rissar, comme toutes les constructions de ce genre, est parfaitement approprié au service des voyageurs qui y font halte avant d'entrer à Trébizonde. Son chef, son gardien, ainsi qu'on voudra l'appeler, un certain Turc nommé Kidros, fin matois, plus rusé que ne le sont d'ordinaire les gens de sa race, le gérait avec grand soin. Il cherchait à contenter ses hôtes de passage pour le plus grand avantage de ses intérêts qu'il entendait à merveille. Il était toujours de leurs avis, même lorsqu'il s'agissait de régler des notes qu'il avait préalablement enflées, de manière à pouvoir les ramener à un total très rémunérateur encore, et cela par pure condescendance pour de si honorables voyageurs. Voici en quoi consistait le caravansérail de Rissar. Une vaste cour fermée de 4 murs, avec larges portes s'ouvrant sur la campagne. De chaque côté de cette porte, 2 poivrières, ornées du pavillon turc, du haut desquelles on pouvait surveiller les environs, pour le cas où les routes n'eussent pas été sûres. Dans l'épaisseur de ces murs, un certain nombre de portes donnant accès aux chambres isolées où les voyageurs venaient passer la nuit, car il était rare qu'elles fussent occupées pendant le jour. Au bord de la cour, quelques sycomores jetant un peu d'ombre sur le sol sablé, auquel le soleil de midi n'épargnait point ses rayons. Au centre, un puits à fleur de terre, desservi par le chapelet sans fin d'une noria, dont les godets pouvaient se vider dans une sorte d'auge qui formait un bassin semi-circulaire. Au dehors, une rangée de box abritée sous des hangars où les chevaux trouvaient nourriture et litière en quantité suffisante. En arrière, des piquets auxquels on attachait mules et dromadaires, moins accoutumés que les chevaux au confortable d'une écurie. Ce soir-là, le caravansérail, sans être entièrement occupé, comptait un certain nombre de voyageurs, les uns en route pour Trébizonde, les autres en route pour les provinces de l'Est, Arménie, Perse ou Kurdistan. Une vingtaine de chambres étaient retenues, et leurs hôtes, pour la plupart, y prenaient déjà leur repos. Vers 9 heures, 2 hommes seulement se promenaient dans la cour. Ils causaient avec vivacité et n'interrompaient leur conversation que pour aller au dehors jeter un regard impatient. Ces 2 hommes, vêtus de costumes très simples, de manière à ne point attirer l'attention des passants ou des voyageurs, étaient le seigneur Saphar et son intendant Scarpante. « Je vous le répète, seigneur Saphar, disait ce dernier, c'est ici le caravansérail de Rissar. C'est ici et aujourd'hui même que la lettre de Yarhud nous donne rendez-vous. »« Le chien !» s'écria Saphar. « Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore arrivé ?»« Il ne peut tarder maintenant. »« Et pourquoi cette idée d'amener ici la jeune Amasia au lieu de la conduire directement à Trébizonde ?» Saphar et Scarpante, on le voit, ignoraient le naufrage de la Guïdare, et quelles en avaient été les conséquences. « La lettre que Yarhud m'a adressée, reprit Scarpante, venait du port d'Atina. Elle ne dit rien au sujet de la jeune fille enlevée, et se borne à me prier de venir ce soir au caravansérail de Rissar. »« Et il n'est pas encore là !» s'écria le seigneur Saphar en faisant 2 ou 3 pas vers la porte. « Ah, qu'il prenne garde de lasser ma patience. J'ai le pressentiment que quelque catastrophe... » « Pourquoi, seigneur Saphar? Le temps a été très mauvais sur la mer Noire. Il est probable que la tartane n'aura pu atteindre Trébizonde et, sans doute, rejeter jusqu'au port d'Atina. Et qui nous dit, Scarpante, que Yarhud a d'abord pu réussir lorsqu'il a tenté d'enlever la jeune fille à Odessa? »« Yarhud est non seulement un hardi marin, seigneur Saphar, répondit Scarpante, c'est aussi un habile homme. »« Et l'habileté ne suffit pas toujours, répondit d'une voix calme le capitaine maltais, qui, depuis quelques instants, se tenait immobile sur le seuil du caravansérail. Le seigneur Saphar et Scarpante s'étaient aussitôt retournés, et l'intendant de s'écrier « Yarhud! Enfin te voilà !» lui dit assez brutalement le seigneur Saphar en marchant vers lui. « Oui, seigneur Saphar, répondit le capitaine qui s'inclina respectueusement. « Oui, me voilà, enfin. »« Et la fille du banquier Sélim ?» demanda Saphar. »« Est-ce que tu n'as pu réussir à Odessa ?»« La fille du banquier Sélim, répondit Yarhud,
a été enlevé par moi il y a environ 6 semaines, peu après le départ de son fiancé Ahmet, forcé de suivre son oncle dans un voyage autour de la mer Noire. J'ai immédiatement fait voile pour Trébizonde, mais avec ces temps d'équinoxe, ma tartane a été repoussée dans l'est, et malgré tous mes efforts, elle est venue faire côte sur les roches d'Atina, où a péri tout mon équipage. Tout ton équipage s'écria Scarpante. Oui. Et Amasia demanda vivement Saphar, que la perte de la guïdare semblait peu toucher. Elle est sauvée, répondit Yarhud. Sauvée avec la jeune suivante que j'avais dû enlever en même temps qu'elle. Mais si elle est sauvée, demanda Scarpante. Où est-elle s'écria Saphar. Seigneur, répondit le capitaine maltais, la fatalité est contre moi, ou plutôt contre vous. Mais parle donc répliqua Saphar, dont toute l'attitude était pleine de menaces. La fille du banquier Sélim, répondit Yarhud, a été sauvée par son fiancé Ahmet, que le plus regrettable hasard venait d'amener sur le théâtre du naufrage. Sauvée par lui s'écria Scarpante. Et en ce moment demanda Saphar. En ce moment, cette jeune fille, sous la protection d'Ahmet, de l'oncle d'Ahmet et des quelques personnes qui les accompagnent, se dirige vers Trébizonde. De là, tous doivent gagner Scutari pour la célébration du mariage qui doit être faite avant la fin de ce mois. Maladroit s'écria le seigneur Saphar, avoir laissé échapper Amasia au lieu de la sauver toi-même. Je l'eusse faite au péril de ma vie, seigneur Saphar, répondit Yarhud, et elle serait en ce moment dans votre palais à Trébizonde si cet Ahmet ne se fût trouvé là au moment où sombrait la guïdare. Ah, tu es indigne des missions qu'on te confie, répliqua Saphar, qui ne put retenir un violent mouvement de colère. Veuillez m'écouter, seigneur Saphar, dit alors Scarpante. Avec un peu de calme, vous voudrez bien reconnaître que Yarhud a fait tout ce qu'il pouvait faire. Tout, répondit le capitaine maltais. Tout n'est pas assez, répondit Saphar, lorsqu'il s'agit d'accomplir un de mes ordres. Ce qui est passé, seigneur Saphar, reprit Scarpante, mais voyons le présent et examinons quelle chance il nous offre. La fille du banquier Sélim pouvait ne pas avoir été enlevée à Odessa. Elle l'a été. Elle pouvait périr dans ce naufrage de la guïdare, elle est vivante. Elle pouvait être déjà la femme de cet Ahmet, elle ne l'est pas encore. Donc, rien n'est perdu. Non, rien, répondit Yarhud. Après le naufrage, j'ai épié Ahmet et ses compagnons depuis leur départ d'Atina. Ils voyagent sans défiance, et le chemin est long encore à travers toute l'Anatolie depuis Trébizonde jusqu'aux rives du Bosphore. Or, ni la jeune Amasia, ni sa suivante ne savent quelle était la destination de la guïdare. De plus, personne ne connaît ni le seigneur Saphar ni Scarpante. Ne peut-on donc attirer cette petite caravane dans quelque piège et... Scarpante, répondit froidement Saphar, cette jeune fille, il me la faut. Si la fatalité s'est mise contre moi, je saurai lutter contre elle. Il ne sera pas dit que l'un de mes désirs n'aura pas été satisfait. Et il le sera, seigneur Saphar, répondit Scarpante. Oui, entre Trébizonde et Scutari, au milieu de ces régions désertes, il serait possible, facile même, d'entraîner cette caravane, peut-être en lui donnant un guide qui saura l'égarer, puis de la faire attaquer par une troupe d'hommes à votre solde. Mais c'est là agir par la force, et si la ruse pouvait réussir, mieux vaudrait la ruse. Et comment l'employer demanda Saphar. Tu dis, Yarhud, reprit Scarpante en s'adressant au capitaine maltais, tu dis qu'Ahmet et ses compagnons se dirigent maintenant à petite marche vers Trébizonde? Oui, Scarpante, répondit Yarhud, et j'ajoute qu'ils passeront certainement cette nuit au caravansérail de Rissar. Eh bien, demanda Scarpante, ne pourrait-on imaginer ici quelque empêchement, quelque mauvaise affaire, qui les retiendrait, qui séparerait la jeune Amasia de son fiancé? J'aurais plus de confiance dans la force, répondit brutalement Saphar. Soit, dit Scarpante, et nous l'emploierons si la ruse est impuissante. Mais laissez-moi attendre ici, observer. Silence, Scarpante, dit Yarhud en saisissant le bras de l'intendant. Nous ne sommes plus seuls. En effet, 2 hommes venaient d'entrer dans la cour. L'un était Kidros, le gardien du caravansérail, l'autre un personnage important, à l'entendre du moins, et qu'il convient de présenter au lecteur. Le seigneur Saphar, Scarpante et Yarhud se mirent à l'écart dans un coin obscur de la cour. De là, ils pouvaient écouter à leur aise, et d'autant plus facilement que le personnage en question ne se gênait guère pour parler d'une voix à la fois haute et hautaine. C'était un seigneur kurde. Il se nommait Yanar. Cette région montagneuse de l'Asie,
qui comprend l'ancienne Assyrie et l'ancienne Médie, est appelée Kurdistan dans la géographie moderne. Elle se divise en Kurdistan turc et en Kurdistan persan, suivant qu'elle confine à la Perse ou à la Turquie. Le Kurdistan turc, qui forme les pachaliks de Chehr-et-Sour et de Mossoul, ainsi qu'une partie de ceux de Van et de Bagdad, compte plusieurs centaines de mille habitants, et parmi eux, nombre moins considérable, ce seigneur Yanar, arrivé depuis la veille au caravansérail de Rissar avec sa sœur, la noble Saraboul. Le seigneur Yanar et sa sœur avaient quitté Mossoul depuis 2 mois et voyageaient pour leur agrément. Ils se rendaient tous deux à Trébizonde, où ils comptaient faire un séjour de quelques semaines. La noble Saraboul, on l'appelait ainsi dans son pachalik natal, à l'âge de 30 à 32 ans, était déjà veuve de 3 seigneurs kurdes. Ces divers époux n'avaient pu consacrer au bonheur de leur épouse qu'une vie malheureusement trop courte. Leur veuve, encore fort agréable de taille et de figure, se trouvait donc dans la situation d'une femme qui se laisserait volontiers consoler par un 4e mari de la perte des 3 premiers. Chose difficile à réaliser pour peu qu'on la connût, bien qu'elle fût riche et de bonne origine, car, par l'impétuosité de ses manières, la violence d'un tempérament kurde, elle était de nature à effrayer n'importe quel prétendant à sa main s'il s'en présentait. Son frère Yanar, qui s'était constitué son protecteur, son garde de corps, lui avait conseillé de voyager. Le hasard est si grand en voyage. Et voilà pourquoi ces 2 personnages, échappés de leur Kurdistan, se trouvaient alors sur la route de Trébizonde. Le seigneur Yanar était un homme de 45 ans, de haute taille, l'air peu endurant, la physionomie farouche, un de ces matamores qui sont venus au monde en fronçant les sourcils. Avec son nez aquilin, ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, sa tête rasée, ses énormes moustaches, il se rapprochait plus du type arménien que du type turc. Coiffé d'un haut bonnet de feutre enroulé d'une pièce de soie d'un rouge éclatant, vêtu d'une robe à manches ouvertes sous une veste brodée d'or et d'un large pantalon qui lui tombait jusqu'à la cheville, chaussé de bottines de cuir passementées à tiges plissées, la taille ceinte d'un châle de laine auquel s'accrochait toute une panoplie de poignards, de pistolets et de yatagans, il avait vraiment l'air terrible. Aussi maître Kidros ne lui parlait-il qu'avec une extrême déférence, dans l'attitude d'un homme qui serait obligé de faire des grâces devant la bouche d'un canon chargé à mitraille. « Oui, seigneur Yanar, » disait alors Kidros en soulignant chacune de ses paroles par les gestes les plus confirmatifs. Je vous répète que le juge va arriver ici ce soir même et que, demain matin, dès l'aube, il procédera à son enquête. « Maître Kidros, répondit Yanar, vous êtes le maître de ce caravansérail, et qu'Allah vous étrangle si vous ne tenez pas la main à ce que les voyageurs soient en sûreté ici. »« Certes, seigneur Yanar, certes. » Eh bien, la nuit dernière, des malfaiteurs, voleurs ou autres, ont eu l'audace de pénétrer dans la chambre de ma sœur, la noble Saraboul. Et Yanar montrait une des portes ouvertes dans le mur qui fermait la cour à droite. Les coquins, cria Kidros. Et nous ne quitterons pas le caravansérail, reprit Yanar, qu'ils n'aient été découverts, arrêtés, jugés et pendus. Y avait-il eu véritablement tentative de vol pendant la nuit précédente? C'est ce dont maître Kidros ne paraissait pas être absolument convaincu. Ce qui était certain, c'est que la veuve inconsolée, réveillée pour un motif ou pour un autre, avait quitté sa chambre, effarée, poussant de grands cris, appelant son frère, que tout le caravansérail avait été mis en révolution et que les malfaiteurs, en admettant qu'il y en eût, s'étaient échappés sans laisser de traces. Quoi qu'il en fût, Scarpante, qui ne perdait pas un seul mot de cette conversation, se demanda immédiatement quel parti il aurait à tirer de l'aventure. « Or nous sommes Kurdes, » reprit le seigneur Yanar en se rengorgeant pour mieux donner à ce mot toute son importance. « Nous sommes des Kurdes de Mossoul, des Kurdes de la superbe capitale du Kurdistan, et nous n'admettrons jamais qu'un dommage quelconque ait pu être causé à des Kurdes sans qu'une juste réparation n'en soit obtenue par justice. »« Mais, seigneur, quel dommage ?» osa dire maître Kidros en reculant de quelques pas, par prudence. « Quel dommage » s'écria Yanar. « Oui, seigneur. Sans doute, des malfaiteurs ont tenté de s'introduire la nuit dernière dans la chambre de votre noble sœur,
Mais enfin, ils n'ont rien dérobé. Rien? Répondit le seigneur Yannar. Rien. En effet, mais grâce au courage de ma sœur, grâce à son énergie, n'est-elle pas aussi habile à manier un pistolet qu'un yatagan? Aussi, reprit maître Kidros, ces malfaiteurs, quels qu'ils soient, ont-ils pris la fuite? Et ils ont bien fait, maître Kidros. La noble, la vaillante Saraboul en eût exterminé 2 sur 2, 4 sur 4. C'est pourquoi cette nuit encore, elle restera armée comme je le suis moi-même, et malheur à quiconque oserait s'approcher de sa chambre. Vous comprenez bien, seigneur Yannar, reprit maître Kidros, qu'il n'y a plus rien à craindre, et que ces voleurs, si ce sont des voleurs, ne se hasarderont plus à... Comment? Si ce sont des voleurs? S'écria le seigneur Yannar d'une voix de tonnerre. Et que voulez-vous qu'ils soient, ces bandits? Peut-être quelque présomptueux, quelque fou, répondit Kidros, qui cherchait à défendre l'honorabilité de son établissement. Oui, pourquoi pas? Quelque amoureux attiré, entraîné par les charmes de la noble Saraboul? Par Mahomet, répondit le seigneur Yannar en portant la main à sa panoplie. Il ferait beau voir. L'honneur d'une Kurde serait en jeu. On aurait voulu attenter à l'honneur d'une Kurde. Alors ce ne serait plus assez de l'arrestation, de l'emprisonnement, du pal. Le plus épouvantable des supplices ne suffirait pas. À moins que l'audacieux n'eût une position et une fortune qui lui permissent de réparer sa faute. De grâce, veuillez vous calmer, seigneur Yannar, répondit maître Kidros, et prenez patience. L'enquête nous fera connaître l'auteur ou les auteurs de cet attentat. Je vous le répète, le juge a été mandé. J'ai été moi-même le chercher à Trébizonde et, quand je lui ai raconté l'affaire, il m'a assuré qu'il avait un moyen à lui, un moyen sûr, de découvrir les malfaiteurs quels qu'ils fussent. Et quel est ce moyen? Demanda le seigneur Yannar d'un ton passablement ironique. Je l'ignore, répondit maître Kidros, mais le juge affirme que ce moyen est infaillible. Soit, dit le seigneur Yannar, nous verrons cela demain. Je me retire dans ma chambre, mais je veillerai en armes. Et ce disant, le terrible personnage se dirigea vers sa chambre, voisine de celle qu'occupait sa sœur. Là, il s'arrêta une dernière fois sur le seuil et, tendant un bras menaçant vers la cour du caravansérail, « On ne plaisante pas avec l'honneur d'une Kurde !» s'écria-t-il d'une voix formidable. « Enfin, se dit-il, nous verrons bien comment tout cela finira. Mais quant aux voleurs, s'il y en a jamais eu, mieux vaut qu'ils aient décampé. » Pendant ce temps, Scarpante s'entretenait à voix basse avec le seigneur Saphar et Yarhud. « Oui, leur disait-il, grâce à cette affaire, il y a peut-être quelque coup à tenter. »« Tu prétends » demanda Saphar. « Je prétends susciter ici même, à cet Ahmet, quelque désagréable aventure qui pourrait bien le retenir plusieurs jours à Trébizonde et même le séparer de sa fiancée. »« Soit, mais si la ruse échoue... » »« La force alors, » répondit Scarpante. En ce moment, maître Kidros aperçut Saphar, Scarpante et Yarhud qui n'avaient pas encore vu. Il s'avança vers eux et, du ton le plus aimable, « Vous demandez, seigneur ?» dit-il. « Des voyageurs, qui doivent arriver d'un instant à l'autre pour passer la nuit au caravansérail, » répondit Scarpante. À cet instant, quelque bruit se fit entendre au dehors. Le bruit d'une caravane, dont les chevaux ou les mulets s'arrêtaient à la porte extérieure. « Les voici, sans doute » dit maître Kidros, et il se dirigea vers le fond de la cour, pour aller à la rencontre des nouveaux arrivants. « En effet, reprit-il, en s'arrêtant sur la porte, voici des voyageurs qui arrivent à cheval. Quelques riches personnages, sans doute, à en juger sur leur mine. C'est bien le moins que j'aille au-devant d'eux leur offrir mes services. » Et il sortit. Mais en même temps que lui, Scarpante s'était avancé jusqu'à l'entrée de la cour, puis, regardant au dehors, « Ces voyageurs, seraient-ce Ahmet et ses compagnons ?» demanda-t-il en s'adressant au capitaine maltais. « Ce sont eux, » répondit Yarhud, qui recula vivement, afin de n'être point reconnu. « Eux » s'écria le seigneur Saphar en s'avançant à son tour, mais sans sortir de la cour du caravansérail. « Oui, » répondit Yarhud, « voilà bien Ahmet, sa fiancée, sa suivante, les 2 serviteurs. »« Tenons-nous sur le garde, » dit Scarpante en faisant signe à Yarhud de se cacher. « Et déjà vous pouvez entendre la voix du seigneur Kéraban » reprit le capitaine maltais. « Kéraban »
s'écria vivement Saphar, et il se précipita vers la porte. Mais qu'avez-vous donc, seigneur Saphar demanda Scarpante, très surpris, et pourquoi ce nom de Kéraban vous cause-t-il une telle émotion? Lui, c'est bien lui, répondit Saphar. C'est ce voyageur avec lequel je me suis déjà rencontré au railway du Caucase, qui a voulu me tenir tête et empêcher mes chevaux de passer. Il vous connaît? Oui, et il ne me serait pas difficile de reprendre ici la suite de cette querelle, de l'arrêter, et cela n'arrêterait pas son neveu, répondit Scarpante. Je saurais bien me débarrasser du neveu comme de l'oncle. Non, non, pas de querelle, pas de bruit, répondit Scarpante en insistant. Croyez-moi, seigneur Saphar, que ce Kéraban ne puisse pas soupçonner votre présence ici, qu'il ne sache pas que c'est pour votre compte que Yarhud a enlevé la fille du banquier Sélim. Ce serait risquer de tout perdre. Soit, dit Saphar, je me retire et je me fie à ton adresse, Scarpante. Mais réussis. Je réussirai, seigneur Saphar, si vous me laissez agir. Retournez à Trébizonde ce soir même, j'y retournerai. Toi aussi, Yarhud, quitte à l'instant le caravansérail, reprit Scarpante. On te connaît, et il ne faut pas que l'on te reconnaisse. Les voilà, dit Yarhud. Laissez-moi seul, s'écria Scarpante en repoussant le capitaine de la guïdare. Mais comment disparaître sans être vu de ces gens-là demanda Saphar. Par ici, répondit Scarpante en ouvrant une porte percée dans le mur de gauche et qui donnait accès sur la campagne. Le seigneur Saphar et le capitaine maltais sortirent aussitôt. Il était temps, se dit Scarpante. Et maintenant, ayons l'œil et l'oreille ouverts. Fin de la section 23, chapitre 6 de la deuxième partie, lu par Ezwa en Belgique en janvier 2010.